Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, toutes les bébelles électroniques qu'on a sont toutes connectées les unes aux autres, puis nous surveillent, puis nous écoutent, puis ramassent des données, puis tout ça. Là, c'est notre char qui nous espionne, notre char. Une autre affaire, oui. Alors, selon une étude de l'Union des consommateurs, les automobiles modernes cueillent des informations sur nous, comme la vitesse, notre localisation, les musiques qu'on écoute, notre poids et même des données sur nos activités sexuelles, si vous faites ça dans un char de temps en temps. Alors, on va en parler avec M. Maxime Doré, qui est co-directeur général de l'Union des consommateurs. Bonjour, M. Doré. Bonjour à vous. Est-ce que c'est de la paranoïa, ça, de dire ça? Je pense que c'est d'être conscient, en fait, des différents systèmes qui nous surveillent, que ce soit dans la voiture ou à la maison. Mais non, je pense que c'est pas de la paranoïa. En fait, en ce moment, le problème, c'est que c'est l'inverse de la paranoïa. Les gens ne sont pas conscients. OK, mais comment ils peuvent connaître toutes ces données-là sur nous? Par exemple, les activités sexuelles que je fais dans l'auto, c'est quoi? Je suis filmé, mettons, si j'ai une relation sexuelle dans mon char, je suis filmé. Puis ça va se ramasser où, ces vidéos-là? En fait, on ne dit pas nécessairement que vos vidéos débats sexuels vont se retrouver sur le net, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment qu'en fait, dans les voitures, il y a toutes sortes de capteurs, toutes sortes de caméras maintenant embarquées, que ce soit sur le rétroviseur, que ce soit la caméra pour reculer, pour vous aviser s'il y a une voiture dans votre angle mort quand vous voulez faire un virage. Donc, il y a finalement toutes sortes de caméras et de micros pour des commandes vocales. Par exemple, si vous voulez parler à votre système multimédia pour lui dire que vous voulez qu'il change de pièce musicale ou qu'il appelle telle personne. Bref, il y a des micros et des caméras qui récoltent de l'information. Cette information-là, c'est pas nécessairement dans l'optique de repartager intégralement la vidéo de vos ébats sexuels, mais bel et bien d'en connaître plus sur vous et de pouvoir monnayer ensuite ces données-là. Et c'est vraiment le nerf de la guerre parce que finalement, les gens signent sans s'en rendre compte la permission de transmettre les informations qui nous concernent à des tiers et de les revendre. Ça, c'est les fabricants des autos, finalement, qui colligent ces informations-là et qui peuvent les revendre à quelqu'un d'autre, une tierce personne? Absolument. En fait, les données, on consent souvent s'en rendre compte et c'est là le nœud du problème. En fait, vous avez soit consenti au moment de signer votre contrat pour l'achat du véhicule ou alors vous avez probablement pesé sur un bouton dans votre console ou dans les premiers moments où vous avez conduit votre nouveau véhicule en disant, acceptez-vous la politique de confidentialité, mais vous n'êtes pas allé la lire et vous n'avez pas pris le temps de bien évaluer tous les tenants, les aboutissants du consentement que vous vous apprêtez à donner. Mais en même temps, s'il ne s'agissait que de bien lire pour pouvoir refuser le consentement, ça serait une chose. Mais là, en ce moment, même la possibilité de ne pas consentir n'existe pas. Donc, vous achetez le véhicule et pour pouvoir l'utiliser ou pouvoir utiliser certaines fonctionnalités, le consentement, finalement, n'est pas une option. Le non-consentement n'est pas une option. C'est des grosses sommes. Le McKinsey évalue le potentiel mondial des revenus générés par les données recueillies par nos autos à 750 milliards de dollars US. Aïe, aïe. Oui. Puis je ne sais pas vous, mais de ce qu'on constate, le marché de l'automobile, les voitures ne sont pas plus abordables qu'ils l'étaient. Donc, le prix va en augmentant, mais en plus, ils font de l'argent avec nos données personnelles. C'est doublement préoccupant. Ouais. Tout à fait, Stéphanie? Non, mais en fait, je veux dire, c'est sûr que le consentement, on s'entend, c'est une chose. Par contre, exemple, on parle des données de nos localisations et tout ça. S'ils savent, exemple, que Stéphanie fait Longueuil, Montréal, tous les jours du lundi au vendredi, à quelque part, qu'est-ce que ça leur apporte de savoir ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce genre de données-là? Mm-hmm.
En fait, première des choses, c'est que les données, en théorie, sont anonymisées. Ce qui veut dire que les données, quand ils sont transmises à des tiers, ça ne dit pas que c'est Stéphanie qui est liée à ces données-là. Donc, c'est ce qu'ils appellent le processus d'anonymisation. Sauf que il y a combien de Stéphanie qui part de votre domicile pour se rendre au même travail que vous? Alors, finalement, le processus de réassemblage des données pour retrouver la personne qui est lié aux données, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Et il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans, des grossistes en données, dans le réassemblage des données. Et à partir du moment où des entreprises sont capables de savoir exactement que c'est vous, où est-ce que vous allez avec votre voiture, combien de personnes vous embarquez avec vous, c'est quoi vos habitudes, etc. À ce moment-là, ça peut se promener dans plein de plateformes. Donc, les tiers en question, qui sont-ils? Ça peut être tout et n'importe quoi, là. Et M. Doré, j'imagine les premiers clients de ces données-là, ce sont les compagnies d'assurance. Là, moi, j'ai conduit une Leaf. Fait que s'ils peuvent recueillir les données, les conducteurs qui ont une Leaf, qui demeurent dans telle région de Montréal, ils ont telle pratique et telles habitudes de conduite et tout ça. Et là, ils peuvent même évaluer combien je dois payer d'assurance suite à ces données-là. Je vous dirais même que Richard Martineau, qui a l'habitude de conduire à une heure peut-être un peu plus tard que la moyenne des conducteurs, on va associer un risque à cette habitude de conduite-là. Et donc, vous, Richard Martineau, vous allez avoir finalement une prime qui va augmenter, mais peut-être pour des raisons que vous ne comprenez pas. Et évidemment, votre assureur ne va pas vous expliquer comment il a fait son calcul pour estimer votre nouveau risque. Et M. Doré, tout ça, c'est légal? Malheureusement, oui. En fait, évidemment, on est toujours sur la fine ligne de la légalité, mais clairement, il y a un enjeu de sous-encadrement de l'industrie automobile en matière de collecte de données. Puis là, on a parlé de la collecte de données, mais il y a aussi tout le volet de la propriété intellectuelle qui entoure les systèmes embarqués dans votre véhicule. Donc, vous avez acheté votre véhicule, vous pensez qu'il vous appartient, mais en réalité, si on enlève les systèmes qui sont à l'intérieur du véhicule et qui commandent les différents appareils et les différents mécanismes, votre véhicule, finalement, ne roule pas et ne sert à rien. Et ça, le fabricant demeure propriétaire de ces systèmes-là. OK, d'ici 2030, 95% des nouvelles voitures vendues dans le monde vont être connectées comme ça. Qu'est-ce que vous demandez, vous, à l'Union des consommateurs? Premièrement, on demande que le consentement en question il soit fait de manière, de manière libre et éclairé et express. C'est-à-dire que pas un consentement par la bande ou vraiment un consentement où le consommateur est bien informé et décide de son plein gré de consentir. Par ailleurs, on demande également que ce soit pas permis d'obliger le consentement à la transmission de données personnelles comme condition d'utilisation d'un véhicule. Alors ça, pour nous, ça doit être finalement optionnel. Si un consommateur décide de donner ses données personnelles de plein gré, qu'il le fasse, mais qu'il soit possible de ne pas consentir et quand même pouvoir utiliser le véhicule et toutes ses fonctionnalités. Stéphanie... Alors, allez-y, pardon. Non, je dis Stéphanie, c'est une autre mission pour le ministre de la Justice, Simon-Jeanin Barrette, un autre projet pour de loi. déposer un projet de loi justement là-dessus. Mais c'est vraiment hallucinant. Je ne savais pas ça. Et l'industrie automobile fait beaucoup d'argent. Et comme vous le dites, les chars coûtent de plus en plus cher. Ils font de l'argent sur notre dos. Effectivement. Et ça nous coûte non seulement plus cher finalement, avec tous ces systèmes-là, mais en plus à cause des contrôles qui sont mis en place de manière électronique sur les pièces, les données de la voiture, ça fait en sorte qu'on est contraint bien souvent pour certaines réparations d'aller chez le concessionnaire parce que le garagiste indépendant ne peut pas accéder aux données qui sont cruciales pour effectuer X manipulations. Maintenant, dans certaines voitures, même
Un simple changement d'huile nécessite d'avoir accès aux données de la voiture, alors qu'une jauge aurait très bien pu faire l'affaire. Alors, on se retrouve à devoir aller payer plus cher chez le concessionnaire. Ben oui. Puis bien souvent, pour certaines pièces, on ne peut pas avoir accès aux pièces génériques moins dispendieuses parce qu'il y a des capteurs sur les pièces et la voiture, comme un greffon, va rejeter la pièce qui porte pas finalement le bon code barre autorisé par le fabricant. C'est complètement capoté. On est vraiment le produit. Merci beaucoup, M. Maxime Doré, co-directeur général de l'Union des consommateurs. Merci. Bonne journée. Merci à vous.